Le Splatoon Raider Direct est passé, et je suis content que toutes mes analyses sur le réservoir soient correctes. Mais le plus surprenant, c'est qu'on a toujours très peu d'infos sur l'histoire. J'ai passé beaucoup de temps à parler du gameplay, mais en réalité, je travaillais cette vidéo, mon ultime analyse sur le lore, et d'où pourrait aller l'histoire. C'est ça qui m'intéresse. Elle reprendra certains éléments sur ma vidéo sur le sel et le salmonoïde, donc c'est en soi une sorte de suite, mais en fin de compte, c'est pas non plus très nécessaire, donc si on n'a rien à faire, pas grave. Quoi qu'il en soit, entrons directement dans le vif du sujet. Le fameux. L'importance du sel dans Raiders est complètement confirmée maintenant. Ils nous répété dans le direct que ce sel était important, et il va être important dans toutes les parties de cette analyse. Donc j'espère que vous aimez ça, parce qu'on va pas mal en manger. Le gros nouvel élément est cette salière. On l'a déjà vu, mais de loin. Et j'ai pensé personnellement que c'est une sorte de sablier, et c'était pour montrer que c'est une mission à temps limité. Mais du coup non, c'est bien une salière, et ça veut dire quelque chose de très important. Parce que du coup, si la salière a recherche un gadget avec du sel, et si nous on regarde ces fameux gadgets, tout ce qu'on voit sont les cristaux de spiralite. Cela confirme, pour de bon, que les fragments de spiralite sont du sel, et que celui-ci permet de recharger nos gadgets, et donc il a une source d'énergie à l'intérieur d'eux. On voit même que la matière dans la salière ressemble à une sorte de version liquide des fragments de spiralite. Pour beaucoup, dont moi, c'était déjà assez évident que les deux étaient liés, mais ce n'était pas confirmé jusqu'à maintenant. Et avoir une confirmation de cette théorie, c'est déjà beaucoup. Faut garder cette salière en tête parce qu'elle va servir pour tout le reste. Mais bon, pour le moment, passons aux ennemis principaux du jeu. Eux aussi, on a eu quelques nouvelles infos. On a spécifiquement eu la confirmation que le sel les rend plus forts. C'est aussi assez évident, mais si nous le disent, c'est mieux. Mais ce qui rend cette montée en puissance intéressante, c'est de savoir comment. Pour beaucoup, dont moi à un moment, je pensais qu'ils étaient contrôlés par ce sel, comme un parasite ou autre. Cependant, on dirait que non. Dans le second Treos, le joueur se trompe et ouvre un parchemin sans faire exprès. Ce parchemin est très rigolo car il nous montre des saumons se mettant du sel sur eux-mêmes. Ce qui confirme une bonne fois pour toutes que c'est volontaire et que les saumons savent le risque du sel, mais s'en fichent car ça les rend encore plus délicieux. On voit d'ailleurs que ceux en phase 3, j'explique ça juste après, ont de l'herbe avec le sel. Évidemment, ça fait un peu plus de sens, on connaît leur culture de se faire manger, donc c'est une bonne chose qu'ils soient conscients de leur action et qu'ils utilisent le sel pour des raisons culturelles, mais aussi car le sel est une source de puissance. Par exemple, on a aussi le carnassier qui a un œil bleu, comme l'énergie spiralite, qui pour moi indique que c'est bel et bien spiralite qui est la source d'énergie des salmonoïdes, qui du coup utilise le sel. Retournons donc sur ce que j'appelle les phases du sel, qui catégorisent chaque version des salmonoïdes qu'on a vu. Je l'ai rapidement évoqué sur mon guide sur les salmonoïdes de spiralite, mais j'ai fait exprès de la rendre simple. Donc ici on va rentrer vraiment dans les détails. Donc qu'est-ce que sont les phases du sel ? La phase 1 représente les salmonoïdes de spiralite au naturel, ceux qui ont simplement du sel sur leur nageoire et rien de plus. Ceux des premiers niveaux et donc les plus faibles. On note que leurs yeux sont assez normaux et similaires à ceux qu'on connaît. La phase 2, ils commencent à réellement utiliser le sel. Ici, leurs cheveux sont en majorité remplacés par ce sel et leurs pupilles passent au blanc. Et la phase 3 devient intéressante. À ce moment-là, leurs cheveux sont complètement pris par le sel. Leurs cheveux sont remplacés par des cubes d'halite. Et leurs yeux deviennent des spirales. Pour la première fois d'ailleurs, on a un lien entre spirale et le sel. Ces deux éléments depuis le début sont très importants pour Raider, mais jamais ils n'ont été directement associés. C'est encore tôt pour complètement comprendre leur lien, mais le fait qu'ils existent est déjà bien. Peut-être que c'est l'idée du vortex et son lien avec la mer sont importants, mais bref. On arrive à donc ce que j'appelais avant la phase 4, qui n'est plus forcément un nom correct, vu qu'on a vu que les salmonoïdes communs sont uniquement de la phase 1 à 3, et que du coup la phase 4, qui est en fin de compte les salmonobos maxi salés, ne touche que eux. Ce qui est intéressant avec les salmonobos, c'est qu'ils ont des cristaux orange sur eux, en plus d'avoir encore plus de sel. Ces cristaux orange sont, je pense, des cristaux de spiralite différents, qui sont imprégnés de plus d'énergie, ou qui sont plus puissants, ou issus de plus profonds en spiralite. C'est pas encore très clair, mais ils sont forcément importants. Pour le lait fouillard d'ailleurs, on remarque aussi qu'il a des couleurs différentes, qui se rapprochent un peu plus des salmonoïdes de Chromadia. Mais on remarque aussi leurs yeux, qui font évoluer la spirale en un cercle. À première vue, ce cercle il peut paraître étrange. On avait une si parfaite spirale, et vous la remplacez par un vieux cercle. On peut voir ça comme l'œil du cyclone, peut-être, je sais pas. Le direct nous dit que c'est le summum de l'évolution des salmonoïdes, c'est peut-être pour ça, le cercle c'est la perfection. Je vais y revenir, mais on a d'abord la phase 5, que je peux peut-être appeler comme ça, qui sont les salmonoïdes mythiques, qui semblent être des salmonoïdes uniques, qui ont réellement évolué grâce au sel. Mais bref, le summum. Vraiment. Évidemment ça vient du direct donc ça à prendre avec des pincettes, mais quand même, je pense que le direct n'a pas tort dans le sens où c'est probablement leur but ici, utiliser le sel pour devenir comme leur roi, par exemple, qu'on a toujours pas vu. Le summum de l'évolution salmonoïde, pourtant je dirais qu'on la connaît, c'est le saumon le plus fort et délicieux, celui qui est né 1 sur 10 000, le méga salmioche. Et oui, je ne lâcherai pas celui-là. Je pense toujours qu'il a son importance, on sait que c'est une figure importante pour les salmonoïdes, au moins à Chromadia, mais je pense qu'il l'est aussi pour ceux de Spiralite. Rien n'indique qu'ils ont des cultures complètement différentes, vu qu'ils suivent tout le reste. En plus, cela expliquerait pourquoi les salmonoïdes communs utilisent le sel de cette façon. Ils essayent d'imiter le méga salmioche, et de se transformer, eux qui ne sont que des communs, en essayant d'atteindre un summum en utilisant le sel, qui canalise l'énergie de vie marine, je le rappelle, comme le faisait le salmioche avec Alone Incantation, mais lui de manière naturelle. Tandis que les salmonobos, ayant
ayant déjà évolué dans leur rôle, utilisent ces cristaux orange pour stimuler le sel encore plus et grossir. On pourrait dire que le fait qu'avec assez de sel ils puissent grossir indique que le sel a bel et bien un effet similaire à l'énergie du marine, et il a réussi à grossir comme le faisait le méga salmioche. Avant de passer à la suite, j'ai envie de faire une petite théorie bonus sur une question qui me creuse la tête depuis un moment. Le lien qu'avec les Skelekai. Tout le monde a sûrement remarqué que certains nouveaux salmonoïdes étaient des versions saumon des ennemis de Side Order. Mais pourquoi? La réponse la plus simple est qu'ils réutilisent le concept. Un gain de temps et c'est un ennemi fun, oui ok, mais pourrait-on peut-être trouver une explication qui fait sens? Eh bien c'est un petit peu compliqué, parce que Side Order c'est Side Order. D'après Coralie, c'est elle qui aurait créé les Skelekai comme assistants, et ils étaient beaucoup plus mignons. Mais Ordre les aurait modifiés pour les rendre plus monstrueux. Là où ça bloque, c'est l'interview d'une Nintendo Dream, qui dit que Ordre a créé, mais que Coralie en est leur origine, par leur nom faisant référence à de la musique. Ce qui veut dire que le Spicato élastique par exemple a toujours été un Skelekai qui rebondit, par son nom. On peut donc se demander à quel point ils sont basés sur les salmonoïdes et à quel point Ordre les a modifiés. D'après moi, je dirais que Ordre, après avoir pris le contrôle, a utilisé ses bases de données pour chercher des infos sur ces salmonoïdes, et modifié certains d'eux pour ressembler et se comporter comme ces salmonoïdes. Même ça reste assez bancal, merci Side Order. Le lien avec les Skelekai n'est peut-être pas forcément le plus important. Non, ce qui compte ici pour un salmonoïde, c'est une autre question. Où étaient les salmonoïdes pendant que l'archipel était submergé? La réponse semble assez évidente, dans l'eau vous me direz. Mais je vous répondrai que non. Étonnamment, les salmonoïdes, si vous regardez chaque trailer, ne semblent jamais sortir ou vivre dans l'eau. Au contraire, ils vivent dans les ruines de l'archipel, comme si l'eau autour d'eux était invivable. Et je pense qu'elle l'est. Même le joueur ne s'y noie pas, mais se fait rejeter par l'eau et ensuite, comme empoisonné par le sel. C'est intéressant car on a établi que les salmonoïdes utilisaient le sel de leur plein gré. Donc possiblement qu'un événement a causé le sel à devenir plus abondant autour de l'archipel. Cela expliquerait pourquoi les solenoïdes plus récents, comme le couvercle art, sont présents, alors qu'ils sont basés sur des plans octariens. Ce qui signifie qu'ils n'étaient probablement pas coincés depuis le début, mais que maintenant, avec le retour de l'archipel, ils ne peuvent plus sortir. On pourrait penser au Big Run et aux perturbations magnétiques, mais Angie parle de changements sismiques. Le lien est possible, mais qui sait? La question est évidemment importante, on n'a pas assez d'infos du tout. Au moins, je peux répondre que les salmonoïdes maintenant vivent en majorité dans les ruines de l'archipel en lui-même, et ces ruines sont un gros sujet. Raider les tease depuis maintenant un moment. Ces anciens, comme je les appelle, semblent être une civilisation qui habitait l'archipel spiralite. On ne sait rien vraiment de concret sur eux, car les trailers refusent de montrer beaucoup de plus. Mais on a plein d'indices intéressants. Déjà leur architecture, elle a été dit dans un tweet que les salmonoïdes n'étaient probablement pas les créateurs des souterrains de spiralite, c'est-à-dire donjons comme celui-ci, et les gros tuyaux qui sont probablement d'eux aussi, etc. Et c'est là qu'on arrive à la question qui fâche. Est-ce que du coup ce serait des humains? Eh bien non, je ne pense toujours pas pour plusieurs éléments. Déjà la taille de tout ce qu'on a vu. Tout semble trop petit pour être humain. La différence de taille humain-inkling est jamais consistante, d'accord, mais ils sont toujours plus grands. Et de leur technologie, le robot d'exploration semble trop petit. Et c'est le robot d'exploration qui pour moi confirme tout. On voit bien qu'il est lié aux anciens, mais aussi et surtout qu'il utilise des œufs de poisson comme carburant, prouvant que c'est définitivement trop récent pour être humain. Mais du coup, est-ce que ça pourrait être des inklings anciens? C'est plus possible d'après moi. En général, je dirais qu'il s'agit d'une vie marine. Le fait que leur robot est capable de chercher et de trouver des fragments de spiralite indique que l'énergie du sel les intéressait. Et si on s'accorde sur le fait que cette énergie est aussi de l'énergie de vie marine, et bien seulement de la vie marine pourrait s'en servir. En plus de ça, ça confirme que cette énergie est là depuis longtemps, et c'est pas quelque chose de récent sur l'archipel. Un autre élément peut-être un peu moins fort est la salière. D'habitude je n'y prêterai pas attention, mais c'est un objet que l'on peut nous-mêmes construire dans la base offshore. Et je ne peux m'empêcher de me demander, quand on les voit dans un donjon, qui c'est qui a construit cela du coup. Je dis moins fort car c'est évidemment un élément de gameplay, donc il n'y a pas forcément d'explication nécessaire. Mais je ne peux m'empêcher d'y penser si on les a construits de notre côté. Quelle que soit la réponse, cela pose une question peut-être un peu bête. Est-ce que tout ça est lié au réservoir et au concept des archétypes? Je pose la question car en réalité ce n'est pas entièrement impossible. On sait que les archétypes sont liés au réservoir, d'accord, mais que les réservoirs sont intimement liés à Spiralite. Ils utilisent les fragments mais aussi et surtout ont des compétences spécifiques à eux-mêmes dans les reliques qu'on retrouve seulement sur l'île. On va revenir assez rapidement sur ces reliques. Mais je voulais juste dire que du coup, c'est une possibilité que le mécanique se base sur d'anciens plans ou même répare les anciens réservoirs pour les rendre utilisables, plutôt que avoir inventé ces réservoirs comme ça, qui sait. Bref, quelque chose qui devient de plus en plus évident, c'est qu'il est dur de parler de ce peuple sans revenir aux salmonoïdes, et je pense qu'il y a une bonne raison. Il est assez étrange qu'on l'analyse dans ce sens-là. J'ai toujours pensé que ce peuple avait été probablement décimé par un salmonoïde et voilà. Mais beaucoup d'éléments semblent indiquer que les deux peuples étaient connectés pendant au moins un moment. J'ai évoqué les reliques et j'ai attendu cette partie pour ça. Les reliques sont tout autant salmonoïdes qu'elles semblent connectées à l'autre peuple. Les coffres des reliques sont évidemment salmonoïdes, avec leurs reliques à l'intérieur, la forme des coffres, mais ces reliques sont souvent imprégnées des bonus qui améliorent les réservoirs, spécifiquement, certains ayant des couleurs différentes dépendant du coffre. Donc cela pourrait signifier que les anciens avaient des arrangements avec les salmonoïdes. On va y revenir très vite. Ce qui s'ajoute à ça, c'est l'architecture de Spiralite.
On a vu celle des anciens à plusieurs reprises, elle est très propre et elle ne ressemble surtout en rien à ce qu'on connaît des salmonoïdes. Et ça prend sens quand on regarde une des cinématiques. Oui, je vais enfin en parler. Et ce qu'on voit au fond est très intéressant. Une sorte de totem ou grande statue qui ressemble à ce que font les anciens, mais avec une relique de salmonoïde au milieu de celle-ci, même relique que nous-mêmes on peut récupérer dans le jeu. Et en plus d'une réaction du robot, celle-là je vais en parler un petit peu plus tard, mais ça confirme encore une fois qu'il y a une sorte de connexion entre les deux peuples. Il est aussi intéressant de noter qu'on pourra ramasser ou récupérer cette relique. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais on pourra. Et c'est là qu'on arrive à l'idée principale. On sait que les salmonoïdes, dans le passé, ont fait des échanges avec les octariens, pour des œufs de poisson pour du matériel. Et dans Riders, on sait que le robot d'exploration et les réservoirs les utilisent pour s'améliorer et s'alimenter. Et si c'était l'idée ici aussi, si les anciens aient fait un pacte avec les salmonoïdes pour des œufs de poisson, pour alimenter leur robot, qui lui-même permet de miner des fragments de spiralite pour les salmonoïdes. On pourrait même aller plus loin et dire que les salmonoïdes mythiques, qu'on a vu certains étaient très modifiés par les machines, ont été modifiés par les anciens. Un autre élément intéressant qui ajoute à la narrative est cette porte, le dernier élément du trailer, qui est très étrange. Encore une fois, je pense qu'elle a été construite par les anciens, mais avec des salmonoïdes dessus. Le dessin lui-même est intéressant. Comme ça, le salmonoïde à tête me fait très penser à Cerbère. Vu que la lumière rend ça compliqué, faut voir. Ça pourrait être une sorte de salmonoïde spirale, du coup, peut-être que les têtes tournent. En dehors de ça, les cadenas et des oranges sont assez mystérieux. Facile de les associer aux anciens, mais on n'a aucune preuve de cela. Le orange fait penser au cristal aussi, peut-être. Le dessin ressemble à une tour, donc je suppose qu'on en rendra plus en jeu, mais voilà. Quoi qu'il en soit, il est clair que qu'importe le lien qu'avaient les salmonoïdes avec ce peuple, cette alliance n'a pas duré. Car ce peuple a disparu, probablement décimé par les salmonoïdes, qui en ont profité pour récupérer le territoire. Quoi qu'il en soit, on a une autre connexion des anciens qui est peut-être encore plus intéressante. Je sais bien que je les ai à peine évoqués jusqu'à maintenant, alors que pourtant ils sont, je pense, capitales, et l'élément le plus intéressant dans toute l'équation qui est Riders. On sait avec le premier document que l'archipel avait disparu, il y a très longtemps, tellement que la contre-éclabousse veut envoyer une équipe d'exploration, et que c'était devenu une sorte de mythe cette île. Et pourtant, Rémi trouve une carte pour l'archipel dans la cave. Celle de qui, ce n'est pas très important, car les trois font partie des familles Oovilo, Onaga et les Manta, les trois incluant les trois lumières qui ont mis fin à la calamité. Cela indique que les familles sont sûrement liées à l'archipel. Liées comment? On ne sait pas trop encore, mais c'est intéressant de se rappeler qu'en japonais, Pascal, quand elle parle de la calamité, dit que les trois lumières ont noyé cette calamité, l'ont submergée avec des vagues. Et donc l'idée de submerger rappelle ce qui est arrivé à Spiralite. Mais heureusement, on est un peu plus concret. Dans Riders, dans cette scène, le robot émet de la lumière et se connecte à cette grosse relique, qui commence à jouer une musique qui surprend étrangement Pascal. Cette chanson, du coup, c'est évidemment la seule et unique Calamari Incantation. Non, c'est pas celle-là, désolé. On est d'accord qu'Alan Incantation aurait pu se jouer, elle a une chance d'apparaître. C'est une musique qui est traditionnelle et qui est toujours très importante pour le lore. C'est une musique qui est toujours ancienne, folklorique, qui se jouait dans la contre-éclabousse, et c'est une musique qui n'est pas forcément liée au Calamazone. Si Calamari devait apparaître, je ne pense pas que les Calamazones seraient là aussi. Bref, je dis pas que Calamari a aucune chance d'être là, mais c'est pas elle ici. Non, la musique qui joue, on l'entend juste après. Elle est chantée par Pascal toute seule. Mais du coup, il semblerait que cette musique ait un effet spécial sur la relique. En effet, on remarque qu'une fois que Pascal se met à chanter, la relique commence à briller, et en plus de ça, elle commence à pivoter d'un côté, comme une sorte de grosse balance. Le sens que ça n'est pas encore très clair, mais le fait que cette relique est une relique salmonoïde en quelque sorte aussi, est intéressant. Du coup on peut se demander quel genre de chanson est-ce que c'est. Eh bien on a un gros indice en l'écoutant. Le style est le style classique de Pascal. Elle chante un Shima Uta, le style qu'elle utilise dans la plupart des chansons où elle peut chanter seule. Pour moi cela confirme que ce qu'elle chante est une musique des Orojiro, un requiem sacré ou une chanson secrète, c'est quelque chose d'ancien qui surprend Pascal et le fait que le robot la connaisse. On a donc du coup un lien entre les salmonoïdes, le peuple des anciens et les trois clans qui ont scellé la calamité. Le robot étant la preuve ultime avec cette relique salmonoïde et ancienne qui demande au Oovilo de chanter pour débloquer quelque chose. Si on revient vite fait sur Splatoon 3, on peut revenir sur les parchemins sur les familles, qui je pense seront peut-être assez importants. Suite Pascal est un poème qu'on appelle Tenka, qui en français est assez violent, il parle beaucoup surtout du combat. Ce qui est bien, mais en japonais, le ton est beaucoup moins violent. Plus important est la fin, où ils disent Aware Akanaki, Murasame no Ukiyo no Shireni. Ici, ce qui nous intéresse, c'est le terme ukiyo, qui peut dire plusieurs choses. Mais dans le contexte du poème, ça se rapproche de l'idée de monde éphémère, que rien ne dure, et que du coup, on se base sur les plaisirs et qu'on va à fond dans les plaisirs, que tout est éphémère, que la vie ne dure pas, etc. On se cache dans un monde éphémère de plaisir. Bref, c'est pour dire que ça ne veut pas dire monde éphémère dans le sens spiralite, qui est un monde éphémère qui a disparu, c'est pas trop simple. Du coup voilà, mon japonais n'est pas assez bon pour affirmer qu'il y a un jeu de mots ou un lien concret, je ne peux m'empêcher de voir un petit lien, donc je voulais vraiment le noter. Il est possible que ce poème soit une sorte d'indice,
que la famille Orochi regarde pour une raison ou une autre, mais voilà. Je trouve ça dans tous les cas intéressant avec le genre de requiem qu'elle chante. Pour les Onigawa et Anji, c'est plus simple. Ils montrent une sorte de danse secrète du clan Onaga. Ici, c'est les danses qu'elle utilise dans les attaques du combat dans son boss dans Splatoon 3, mais je ne peux qu'imaginer que dans le contexte de Raiders, le robot d'exploration demandera peut-être quelque chose du genre, peut-être une danse de sa part. Pas qu'on n'aura pas de chanson, je pense qu'on en aura une, parce qu'elle fait une chorégraphie aussi d'ailleurs, mais que la danse sera la clé pour qu'importe ce que demande le robot. Pour les mantas, je ne suis pas trop sûr, le document ne nous donne rien, mais je suppose que ce sera la même chose. Peut-être plus une chanson, parce que Rémi qui danse, c'est pas trop ça. Avec tout ça, je pense avoir fait le tour du lore et de l'histoire que semble abriter le direct. Je pense toujours que le sel est utilisé pour canaliser l'énergie du marine, de la même manière que le fait qu'elle marine Incantation. Ici à Spirit, je pense que les chansons des Tris d'Enfer auront un effet similaire. On le voit avec les reliques qui brillent après que Pascal ait commencé à chanter, et si ce bleu est de l'énergie de Vilmarine ou de l'énergie de Spirit, qui du coup je pense sont plus ou moins similaires, cela pourrait dire que les trois lumières sont une référence au Tris d'Enfer, combinant leur pouvoir sous forme de musique. Sur ce, je pense avoir tout dit. J'espère que vous aurez trouvé ça assez intéressant, et si c'est le cas, abonnez-vous, et à plus tard, calamar!